savait que la fission était un phénomène qui existait. 3 ans après, on a fait certes la bombe, mais tout le socle des connaissances scientifiques a été acquis à l'occasion de ce projet. Après la guerre, on aurait pu penser que le nucléaire civil viendrait relativement naturellement. Je rappelle quand même un petit point d'histoire, c'est en mars 1939 que Pierre Joliot a déposé un brevet d'invention à l'INPI, Pierre Joliot, bien connu, et qui disait, avec la fission, on peut envisager de faire d'une part des bombes, d'autre part du nucléaire civil, c'est-à-dire maîtriser l'énergie et avoir une source d'énergie 1000 fois plus dense que les énergies chimiques avec le pétrole, le gaz, le charbon et tutti quanti. Alors, il ne suffit pas de dire on pourrait le faire, ça s'est fait, et ça s'est fait un peu bizarrement à la suite du premier sous-marin nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle l'amiral Rickover. À l'époque, il n'était pas amiral, qui était un ancien sous-marinier qui a dit « ça c'est génial, puisqu'on peut rester sous l'eau pendant des années sans avoir besoin de faire de recharge de combustible. » Et ça, pour un sous-marinier, ça paraît magique. Et donc, il a pris la tête après des tas de péripéties diverses et variées. J'ai fait une conférence avec l'ami François Bourdon il y a quelques années sur cette histoire-là. Et donc, il a réussi à faire le sous-marin nucléaire, le premier, et qu'il a appelé bien évidemment le Nautilus, en hommage à Jules Verne, bien évidemment. Et ensuite, parce que c'était un coriace et un tenace, il a réussi à convaincre une compagnie d'électricité américaine de dire « Eh bien écoutez, on va faire un clone du moteur de sous-marin et on va le poser à terre et on va le raccorder sur le réseau électrique. » Pour la petite touche d'humour, cette compagnie, elle s'appelait Duke & Light. Duke & Light, c'est une compagnie qui est dans la région de l'Ohio, autour de la rivière Ohio, et donc c'est l'endroit où il y a les mines de charbon de Pennsylvanie. Et là, il y a beaucoup de centrales électriques conventionnelles qui marchaient au charbon, qui marchent toujours au charbon d'ailleurs, puisqu'il y a toujours du charbon en Pennsylvanie. On a demandé après coup au PDG de cette compagnie pourquoi il avait accepté de tenter le nucléaire. Et il dit c'est génial parce qu'il y a tout le temps des grèves dans les mines de charbon. C'est quand même cocasse. Et il a accepté le nucléaire pour faire face aux grèves dans les mines de charbon qui l'empêchaient d'avoir une alimentation continue en charbon pour faire fonctionner sa centrale. C'est quand même assez cocasse. Elle est peu connue, cette histoire, mais voilà. Et donc, ça a marché, contrairement à toutes les attentes de tous les meilleurs spécialistes. Et donc, on savait faire de l'électricité branchée sur le réseau civil en 1957. Donc, fin de la guerre 1945, 1957, le sous-marin 1953, la centrale électronucléaire 1957. Magique. Aujourd'hui, on dirait on veut refaire ce même scénario, il faut 40 ans, pour des tas de raisons administratives, bureaucratiques, etc., etc. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que dès le départ, il avait souhaité que des compagnies qui étaient impliquées dans les technologies de l'énergie soient des compagnies privées, soient impliquées dans ce processus d'industrialisation. Et on cite toujours le cas de Westinghouse, bien sûr, puisque vous savez que la filière française vient de la licence Westinghouse, mais également General Electric, Babcock et Wilcox, et Combustion Engineering, c'était les grandes compagnies qui faisaient des centrales au charbon. Très rapidement, il a obtenu des politiques, c'est-à-dire sous l'administration Eisenhower, qu'on autorise les compagnies américaines à céder des licences à des constructeurs étrangers. En 1958,
C'est l'origine de la fondation de Framatome, 1958. C'était pas évident parce que c'était une industrie qui était considérée un petit peu comme une industrie stratégique. Et donc, on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait eu un blocage. Essayons d'imaginer le même scénario, par exemple avec M. Trump. Je ne suis pas persuadé que ça aurait fonctionné. Hein. Alors pourquoi ça avait marché? Parce que Eisenhower avait fait une grande déclaration devant les Nations Unies en disant, déjà il s'est toujours refusé à utiliser la bombe après le Japon, en particulier dans la guerre de Corée et contre la Chine, hein, alors que ses généraux le poussaient à mort, entre autres MacArthur, pour utiliser cet outil. Et il a dit, maintenant, non, il faut faire, et il a fait une grande déclaration, ça s'appelle Atom for Peace, en 1954, et qui disait, maintenant, on maîtrise la technologie, il faut qu'elle se diffuse dans le monde entier. Et donc ça s'est fait, comme vous le savez, en France, à travers les licences Westinghouse, et dans tous les pays du monde, puisque directement, ce sont les compagnies américaines qui ont exporté leurs composants, entre autres au Japon, etc., etc. Pour les Russes, ils avaient su développer cette technologie pratiquement avec un petit décalage de 4 ans, tout simplement parce qu'ils avaient des espions qui étaient au cœur du projet Manhattan et ils étaient informés des évolutions techniques et ils sont suffisamment intelligents pour avoir suivi la chose, donc ça s'est bien passé. Donc on va dire le nucléaire civil, il était maîtrisé par les deux puissances, enfin les Occidentaux on va dire, et l'URSS. Quand monsieur Premier ministre Mesmer a donc décidé de lancer le programme français, c'était suite au premier choc pétrolier, et l'argument c'était l'indépendance énergétique de la France. Indépendance énergétique, à cette époque-là, on n'a jamais parlé de CO2, bien évidemment. Bien que les scientifiques commençaient à connaître le problème, mais c'était l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, il y a une critique contre cet argument en disant « mais on n'est pas indépendant puisqu'il faut qu'on importe de l'uranium ». Certes, d'abord on en a un petit peu en France, mais on peut l'importer de beaucoup d'endroits de la planète et dans des endroits qui sont encore accessibles au niveau géopolitique. Et surtout, l'avantage de l'effet de densité d'énergie, c'est que vous pouvez avoir dans votre tiroir 5 ans de combustible en stock, et vous pouvez en avoir 100 ans si vous le voulez, si vous avez peur d'en manquer, alors que c'est très difficile à faire, et avec le gaz et avec le pétrole. Les événements actuels le montrent bien. Le pétrole, vous savez qu'on n'a que 3 mois de consommation du moment en stock, et puis après, il n'y a plus rien. Et donc, on arrête tout. Le gaz, on a 1 an, puisqu'on a les stockages souterrains divers et variés. On a une indépendance énergétique de fait, et on s'est bien gardé de faire une quelconque publicité sur la taille de nos réserves stratégiques en uranium. Et même moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais tout indique qu'on en a beaucoup sous la pédale. Donc on peut continuer. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais la France n'est pas une île au milieu d'un désert. Donc l'évolution vis-à-vis du nucléaire dans les différents pays, on va dire occidentaux, elle était variée. Elle était variée en particulier parce que les opposants au nucléaire utilisaient beaucoup d'arguments, mais enfin, premièrement, c'est le mal absolu puisque ça vient de la guerre et de la bombe, donc c'est pas bien. Et deuxièmement, c'est dangereux vis-à-vis de la population. Troisième argument, c'est l'histoire de la gestion des déchets, si on pourra en parler, c'est l'effet aval, si vous voulez, de cette technologie. Aujourd'hui, vous connaissez la situation. En France, on avait un parc important et qui a des problèmes depuis 1 an, on va dire, et ça on pourra y revenir, mais on a la capacité de fournir entre 50 et 70% de notre consommation interne d'électricité. J'en profite pour dire quelque chose qui m'énerve dans les médias.
on nous dit « Ah ben oui, avant, on exportait de l'électricité, alors maintenant, on en importe. » C'est abominable. Alors, depuis qu'on est connecté à tout le réseau européen, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre, toutes les secondes que Dieu fait, on importe et on exporte de l'électricité. Ce n'est pas une nouveauté, puisque notre système ne fonctionne que par une interconnexion de toute la partie occidentale du réseau électrique, c'est-à-dire de Tanger jusqu'à Danzig, on va dire, hein, et même jusqu'aux pays baltes maintenant. Et la partie occidentale de l'Ukraine, on en parle un petit peu dans les journaux, puisqu'on est tous à 50 Hz, alors que ce n'est pas le cas, je crois, côté URSS. Aujourd'hui, on a une interconnexion. Le dispatching général européen, il n'est pas en France, il est en Suisse, tout simplement parce que c'est géographiquement un peu au centre de gravité de tout le système. Et on subit, enfin, on est sous le chef d'orchestre du dispatching suisse, et en particulier le dispatching français, qui est réparti sur tout le territoire, fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, alors malheureusement, j'aurais voulu vous montrer une belle courbe, donc je vous le dis pour ceux qui sont là, notez les références d'un site qui s'appelle Eco2, le chiffre 2 mix, Eco2 mix, hein, c'est le site de RTE, c'est-à-dire de la partie distribution d'électricité française. C'est très bien fait et ça fonctionne en temps réel. Vous nous avez parlé du coup de l'histoire de l'énergie nucléaire, oui. Du point de départ avec le projet Manhattan, de l'intervention de Joliot, etc. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne l'énergie nucléaire finalement, comment fonctionne la fission nucléaire et du coup comment fonctionne une centrale nucléaire également? Voilà. Parce que je pense que la plupart... Alors, très schématiquement, donc décembre 1938, Otto Hahn, qui est en Allemagne, finit par découvrir, enfin, il fait des manips bizarres qui montrent que le noyau d'uranium-235 peut subir une fission avec un bombardement neutronique et surtout fournir plus de neutrons qu'il en a capté. Il n'y comprenait rien, parce que, si vous voulez, je me mets dans l'état d'esprit des physiciens les plus élevés avant 1938. Le noyau est un énorme amas de nucléons, protons et neutrons, 235, hein, et qui a une énergie de liaison absolument fantastique. Un neutron, c'est une petite gobille qu'on envoie dessus. Jamais on va réussir à casser cet édifice qui est totalement indestructible. Eh bien si, il n'y a que dans le tableau de Mendeleïev, il n'y en a que 4. Il y a 10 000 cases connues aujourd'hui, il n'y en a que 4 qui possèdent cette propriété, parce qu'elles ont un nombre de nucléons impair et une configuration interne particulière. C'est son adjointe qui avait été obligée d'émigrer en Suède, qui s'appelle Lise Meitner, parce qu'elle était juive, hein, elle a perdu son poste au moment de l'Anschluss. Hein, elle était autrichienne, hein, donc jusqu'à l'Anschluss, elle travaillait encore. À l'Anschluss, donc elle est autrichienne donc, et juive, donc elle s'est sauvée, enfin on l'a aidée, elle a été exfiltrée, mais elle était en correspondance avec Otto Hahn, et donc elle a trouvé l'explication théorique qui permettait d'expliquer ce phénomène qui était complètement hors du champ de l'imagination des physiciens de l'époque, c'est de dire on arrive à casser un noyau avec un tout petit, une petite pichenette qu'on lui envoie dessus. Ça ne pouvait pas exister dans l'esprit des physiciens de l'époque. Heureusement ou malheureusement, donc celui qui a été mis dans le coup, c'est Niels Bohr. Niels Bohr, c'est le grand physicien à Copenhague, hein, qui a eu 2 fois le prix Nobel, qui a fait le modèle de l'atome tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, il devait aller à un congrès aux États-Unis qui ne parlait pas du tout de ça. Et sur le bateau, il avait l'information par lettre que le phénomène existait. Et Otto Hahn lui dit « Tu fermes ta gueule, hein, tu n'en parles pas ». Et il a craqué,
Et dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il en a parlé. Le mois de janvier 1939, malheureusement, ce n'était pas au bon moment, on a eu la confirmation expérimentale que le système fonctionnait et qui dégage une quantité d'énergie absolument faramineuse. L'intuition, quelques-uns qui pensaient que ça pouvait marcher, a été confirmée expérimentalement. Ce serait arrivé en 1935 ou en 1945, il n'y aurait jamais eu de bombe atomique dans le monde. Parce que quand on voit la technologie qu'il a fallu développer pour la faire, c'était impossible de l'imaginer en dehors d'une période de guerre où il y avait des moyens technologiques et humains gigantesques qui ont été mis massivement dans une économie de guerre. Donc comment ça marche ? On a dit, ça y est, on a compris. Donc le modérateur, donc je rappelle le principe, on sait que ça marche bien pour le contrôler à condition qu'on fasse ce qu'on appelle des neutrons thermiques, c'est-à-dire des neutrons lents. Quand l'uranium se casse en deux, il y a 2,6 neutrons en moyenne qui sont éjectés, et puis sur ces 2,6, ils partent avec des énergies absolument fantastiques. Donc la probabilité pour qu'ils aillent taper et en casser un autre qui est à côté, elle existe, mais elle est très faible. Pour qu'elle soit beaucoup plus grande, il faut baisser la vitesse des neutrons, et ça c'est fait par des chocs inélastiques dans ce qu'on appelle un modérateur. Il y a deux types de modérateurs, enfin il y en a plusieurs, c'est l'eau et le graphite. On va mettre du graphite ou de l'eau autour de la partie radioactive. On protège tout ça évidemment pour que les parties radioactives n'aillent pas dans le médium extérieur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dégagement d'énergie qui se traduit par la chaleur dans l'élément combustible, et l'eau, c'est un bon médium. En faisant circuler l'eau, on extrait cette énergie, et après, on la vaporise, on l'envoie dans la turbine, et qui fait tourner un alternateur. Donc, en fait, le schéma général, c'est le même qu'une centrale au charbon et ou au gaz, mais on remplace la partie de création d'énergie par un cœur nucléaire, alors qu'avant c'est des brûleurs dans une chambre de combustion. Voilà. Hyper schématiquement, c'est comme ça que fonctionne une centrale nucléaire. On va rentrer dans le cœur du sujet, donc qui est aussi la transition. Et pourquoi il y a une transition ? Tout simplement parce qu'à la base, il y a un problème qui est la pollution et le réchauffement climatique. Ouais. Du coup, quelles sont finalement les problématiques en termes de pollution et de risque, il faut quand même en parler, de l'énergie nucléaire. Donc on a notamment, on parle beaucoup des accidents nucléaires, directs ou indirects. Par exemple, Fukushima, c'est pas un incident nucléaire, mais pas directement en fait, c'est lié. Alors, dès le départ de la conception, l'amiral Rickover que j'ai déjà cité a été très sensible à ça. Et essayez d'imaginer un accident nucléaire dans un sous-marin. Je ne vous fais pas de dessin. Donc, il était tout naturellement très sensible, à la limite beaucoup plus que si on avait fait directement une centrale au sol civile, où on aurait dit, roulez petit bolide, ça va bien. Ce gars-là, il était extraordinaire parce qu'il a, en plus, avec le recul du temps, puisque c'est fait dans les années 50, donc ça fait plus de 70 ans, il a fait quelques choix techniques, et c'est lui qui les a faits, en écoutant les avis des différents ingénieurs, des différents scientifiques. Avec le recul, il a fait le bon choix. Alors que c'était pas du tout évident que les choix qu'il a faits en 1947-1949 étaient judicieux du point de vue de l'ingénieur. Je pense en particulier, c'est lui qui a choisi, in fine, après 6 mois d'hésitation, le système des pastilles dans les tubes de Zircaloy. Parce que c'est pas génial du point de vue échange thermique, puisque c'est des pastilles dans un tube, c'est pas la surface d'échange, c'est pas terrible, quoi. Mais il y a d'autres avantages, justement, pour confiner les éléments radioactifs. Et c'est plus simple au point de vue technologique. Donc, le premier risque, c'est que des éléments radioactifs aillent dans l'environnement. Donc, on a le système, ce qu'on appelle les barrières. Donc, c'est avec 3 barrières. La première barrière, c'est le tube qui entoure les éléments combustibles. La deuxième barrière, c'est l'enceinte, c'est le réacteur nucléaire plus les générateurs de vapeur.
qui sont les échangeurs qui permettent de faire la vapeur. Donc c'est la deuxième barrière. Et la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement, c'est le béton qu'on voit à l'extérieur. Bon, si ces deux barrières sont franchies, il y a encore une barrière supplémentaire où on peut faire des choses. Voilà, c'est ça la stratégie de conception des centrales nucléaires. Je rappelle qu'à Tchernobyl, il y en avait que deux de barrières, puisqu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Il y en aurait eu une, je ne dis pas qu'il ne serait pas passé des choses désagréables, mais enfin, on aurait pu certainement mieux contenir la chose. À Fukushima, parlons-en, puisque Fukushima, donc, vous savez un peu le scénario, c'est le tsunami. Le tsunami a été tellement violent qu'il a noyé tous les systèmes de diesel et de batterie qui alimentaient les pompes de refroidissement. Et donc, au bout de 24 heures, ça a très bien marché, au bout de 24 heures, les batteries étaient à plat, et donc on ne pouvait plus refroidir le cœur. On pourrait dire, mais comment ça se fait là, il y avait des enceintes de confinement, comment ça se fait que l'enceinte de confinement n'a pas fonctionné? Quand le cœur fond, il y a le zirconium qui est attaqué par l'eau et la vapeur qui est à l'intérieur du cœur. Et il y a un dégagement d'hydrogène. Donc l'hydrogène, à un moment ou à un autre, finit toujours par sortir de la deuxième enceinte et se répand entre les équipements nucléaires et l'intérieur de l'enceinte en béton. C'est arrivé pour la première fois, ça, à 3 Mile Island. On a réussi à contenir sa fondue, mais il y a eu très peu de sorties d'éléments combustibles. On a dit, il y a un problème, il y a trop d'hydrogène, donc on va mettre des recombineurs. C'est-à-dire, on met des électrodes le long des parois, et s'il y a de l'hydrogène qui sort quand même, eh bien, on le brûle au fur et à mesure qu'il sort. On le brûle en faisant des petites décharges électriques. Il y avait des recombineurs, il y a des recombineurs dans toutes les centrales nucléaires au monde depuis Fukushima, sauf au Japon. Le Japon a dit non, c'est pas la peine, nous on est confiants, c'est pas la peine de faire ça. Le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est la connerie humaine. Le point faible du nucléaire, c'est quoi? C'est l'erreur humaine, c'est l'humain. Et ça, c'est un argument ultime qu'on ne peut pas nier. Donc on fait tout ce qu'on peut pour avoir des procédures et des technologies qui fassent que ça ne devienne pas catastrophique, mais malheureusement. C'est le cas, donc l'accumulation du pas de chance, c'est-à-dire le tsunami millénaire qui a fait une vague de 42 mètres de haut. Je rappelle qu'à la suite de Fukushima, on a mis les groupes diesel et les batteries de Flamanville sur la falaise alors qu'avant elles étaient en bas. Donc les accidents, ça sert quand même à quelque chose. Et Tchernobyl, ça c'est une triple erreur humaine. Le cœur a des caractéristiques particulières parce que c'est un réacteur plutonigène. C'est un réacteur qu'on appelle RBMK dans l'acronyme russe. Le réacteur plutonigène, il a deux caractéristiques désagréables, c'est ce qu'on appelle le coefficient de vide et le coefficient de température qui sont positifs. Je vais essayer de l'expliquer. Dans tous les réacteurs hors Tchernobyl, on a ces deux coefficients qui sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si localement il y a ce qu'on appelle une excursion de puissance, il y a un effet autorégulateur qui fait, donc la température monte, la température montant, ça étouffe la réaction neutronique, localement. De la même façon, ce qu'on appelle le coefficient de vide, c'est pas une très bonne dénomination. Si la température augmente, on peut être dans des configurations où on passe le point d'ébullition et il y a des bulles de vapeur qui se mettent dans les réacteurs PWR, qui se mettent là-dedans, et la physique locale des éléments combustibles est telle que le fait qu'il y ait des bulles de vapeur qui apparaissent étouffe la réaction neutronique. Donc il y a un phénomène local qui permet de maîtriser des excursions de puissance au niveau local, puisque vous savez que le réglage de la puissance, il est fait avec les barres de contrôle, mais c'est un réglage macroscopique. Ça absorbe les neutrons à l'endroit où il y a la barre, mais il faut que ça se propage
un petit peu tout autour. Donc c'est bien réparti dans tout le cœur, mais au niveau de tel endroit sur un point chaud, sur un élément combustible, bon, il ne faut pas qu'il y ait une excursion de puissance locale. Malheureusement, à Tchernobyl, pour des raisons physiques, mais les Russes, les Soviétiques avaient fait ce choix-là en disant ben non, on veut que ça crache du plutonium, donc il n'y a pas d'autre solution que d'avoir ces coefficients positifs. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais nous on est forts, donc on s'en fout. Deuxième chose, il y a des systèmes de sécurité, c'est-à-dire en particulier tous les automatismes qui déclenchent les pompes de refroidissement. Mais même du temps des Soviétiques, même sans bombardement de M. Poutine, de temps en temps, le réseau était un peu défaillant. Donc, il y a un espèce de cinglé qui a dit « Ah ben tiens, on va faire un essai intéressant. On va débrancher les sécurités, puis on va utiliser l'inertie du groupe turbo-alternateur pour cracher pendant quelques dizaines de minutes un peu d'électricité dans les systèmes de contrôle. Donc on débranche les machins, on fait l'essai, on l'essaie à marcher, donc l'essai, ça ne marche pas, mais tout pète. Et ça aurait pu être encore 10 fois pire, c'est que, évidemment, au niveau local, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient fait une connerie, mais sous le cœur du RBMK, il y avait une méga piscine qui était, bon, on va dire, le réservoir de stockage de l'eau de refroidissement. Si le cœur fond, essayez d'imaginer, et donc le directeur a mis lui-même un scaphandre autonome, et il est allé, puisqu'il n'y avait plus d'électricité, lui-même déboucher la bonde dans le fond, et il savait qu'il allait être grillé. Bon, il a été grillé. En 3 semaines, il est mort. Mais il a pris ça sur lui. Pareil à Fukushima. À Fukushima, vous souvenez-vous des vidéos que vous avez tous vues à la télé, il y a une des centrales où vous avez les parois extérieures du bâtiment réacteur qui volent en état, c'est l'hydrogène qui pète. Mais avant ça, on avait dit oui, mais la pression monte et il y a de l'hydrogène qui monte dedans. Il n'y avait plus d'électricité. Il y a quand même un gars qui est monté sur le toit, ouvrir à la main les soupapes et faire baisser la pression dans le réacteur. Celui-là, on n'en cause plus. À Fukushima, c'est à peu près aussi une trentaine de personnes qui sont mortes dans le mois qui ont suivi. Des accidents, il peut y en avoir, c'est pas la peine de se cacher derrière son crayon. Donc, chaque fois qu'il y en a un, eh bien évidemment, il y a un retour d'expérience sur tous les équipements qui existent, et puis on fait le mieux qu'on puisse. On prend des dispositions, soit procédurières, soit techniques, pour éviter que ça recommence. Donc là, on a vu un des aspects négatifs voilà. Évidents. Il y en a d'autres, comme le traitement des déchets, mais on va pas trop parler de ça, parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais il y a aussi éventuellement des effets positifs. Voilà. Et ça, c'est l'effet positif, c'est tout simplement, c'est que la montée en puissance de l'effet de la perception de l'effet de serre, on va dire, c'est venu dans les années 90, puisque le protocole de Kyoto, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment le premier grand raout. Hein. Et donc, les nucléocrates, dont je fais partie, ont dit « Ah ben c'est génial, on a un argument massu en faveur, alors qu'on ne l'avait pas vu au départ, en faveur du nucléaire. » Et donc, effectivement, ça ne rejette pas par construction de CO2, sauf à la marge, dans tout le processus de construction de machin, évidemment, il y en a un petit peu, mais on peut en dire autant des éoliennes, des cellules solaires, etc., etc. Donc, dans le cycle de construction des équipements, il y a toujours un petit peu de CO2. Mais il n'y a pas de CO2 récurrent pendant le fonctionnement. Et donc ça, c'est très bien. Donc, vous avez une machine concentrée où vous avez un bouton de réglage. C'est-à-dire, vous pouvez l'allumer, régler la puissance, la baisser, la monter, et qui ne fait pas de CO2. Et bien ça, il n'y en a pas d'autre. Le seul autre, c'est le barrage hydroélectrique, puisque vous avez aussi un bouton, vous pouvez monter, baisser,
Et puis, voilà. Mais le barrage hydroélectrique, une fois que vous en avez mis partout, des barrages, ben, ma foi, on connaît la puissance. Alors c'est là que je terminerai par ça. On fera là-dessus. Parce que rien que de regarder cette courbe-là, ça valide l'argumentaire au niveau du mix énergétique. Le barrage a aussi des effets très négatifs. On voit les méga barrages en Chine, qui sont des catastrophes écologiques aussi. Oui, c'est des catastrophes écologiques parce que on a noyé le Yangtze. Moi, j'ai fait la croisière quand il était à moitié plein. Ce barrage, il est démentiel. Hein, les Trois Gorges, là, il fait l'équivalent de 18 centrales nucléaires. Bon, on a viré 1 200 000 Chinois. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 200 000 Chinois? C'est l'épaisseur du trait. Hein, et on les a collés sur des villages. On a fait des HLM sur le long des collines. C'est affreux. Hein. Et puis, ma foi, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais même le barrage des Trois Gorges, sa contribution sur la production chinoise, elle reste malheureusement modeste. Donc, tout équipement, quel qu'il soit, il a des impacts écologiques. On peut en gloser à l'infini. Il y en a plus, il y en a moins, etc. Mais bon. Du coup, face à l'urgence climatique actuelle, à l'urgence écologique, et notamment face à des imprévus comme, on va dire, des choses plus conjoncturelles comme la guerre en Ukraine, etc., l'énergie nucléaire est devenue un petit peu une voie de secours pour la France. Non, pas une voie de secours. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais c'est une voie de base. Hein. Il faut qu'on finisse par accepter l'idée qu'il y ait une base, on va dire, puisqu'on a collé ça dans la loi, mais là, c'est dit au doigt mouillé au Palais Bourbon, ça vaut pas un clou. Mais s'il y avait 50% de nucléaire qui marche, j'insiste bien, dans toutes les comparaisons qu'on fait, on annonce toujours les puissances installées. Aussi bien pour le solaire que pour l'éolien, que pour le nucléaire, que pour le machin. Et les puissances qui comptent, c'est les puissances qui sont effectivement produites. Et le reste, c'est du baratin. Donc il suffit simplement que la capacité de l'équipement permette de passer les pointes. Et c'est bien pourquoi on fout la pétoche à tout le monde en ce moment, c'est qu'on n'a pas arrêté depuis 10 ans, en Europe, je ne parle pas seulement en France. Alors évidemment, Fessenheim, c'est le truc qui nous démange un petit peu, mais bon, sur le total, ce n'est pas significatif. On n'a pas arrêté, c'est le cas de le dire, d'arrêter des équipements qui donnent c'est très bien. Donc, vous avez une puissance stable et réglable, pilotable, selon le mot qui est utilisé. On n'a pas arrêté. Les Belges voulaient les arrêter, les Suisses voulaient les arrêter, les Italiens n'en ont jamais voulu pour des raisons idéologiques. Je rappelle que si on n'était pas là, les Italiens, ils n'auraient pas de jus. Hein, c'est aussi bête que ça. Parce qu'aujourd'hui, où on importe de l'électricité, on va voir sur la courbe, là, l'ordre de grandeur, c'est 10 000 mégawatts, donc c'est significatif, c'est plus de 10% de la consommation. Quand on importe 10 000, on en exporte 5 000 aux Italiens, parce que les Italiens, ils importent de la Suisse et de la France. Ils ont des sources fossiles en bas, c'est-à-dire dans la botte, là, il y a des champs de gaz et il y a du pétrole dans le sud de l'Italie. Donc, il faut raisonner d'une façon européenne et faire que on ait un mix, je dirais, d'ordre de 50%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ça? Il faut faire ma position personnelle. Hein. Il faut faire du nucléaire, de l'hydraulique, de l'éolien et du solaire. Il faut tout faire. Et il n'est pas question de choisir, il faut tout faire. La seule chose qu'on puisse choisir, c'est de trouver un équilibre judicieux entre les choses. Donc, les éoliennes, où est-ce qu'il faut les mettre? Où il y a du vent. Ça a l'air bête, mais voilà, où il y a du vent. Les solaires, où il faut le mettre où il y a du soleil, plutôt au sud qu'au nord. Le nucléaire, on peut le mettre où on veut, mais il faut le répartir bien sur l'ensemble des territoires.
Il faut de l'eau quand même, non, je crois? Il faut de l'eau comme toutes les centrales de production qui passent par un cycle de la vapeur, quoi. Donc pas complètement n'importe où. Oui, soit au bord de la mer, soit un fleuve où ça coule, quoi. Voilà. Mais au pire, même si ça coule pas, je rappelle les fameuses tours de refroidissement, ça sert à ça, c'est quand le fleuve est un peu faiblard, on se rabat sur les tours de refroidissement. Voilà. Par contre, quand on se met au bord de la mer, c'est un peu plus compliqué parce que l'eau de mer dans un échangeur, c'est méchant, quoi. Voilà. Donc il faut des aciers très pointus qui résistent à la corrosion de l'eau de mer. Donc, voilà. Bon, enfin, ça, c'est de la technologie, c'est des processus d'ingénieurs. Voilà. Donc c'est faire. Du coup, vous nous avez parlé des centrales qui ont été arrêtées par choix politique. Oui. On parle beaucoup aussi en ce moment des centrales qui sont soit en maintenance, qui sont arrêtées parce qu'elles sont en maintenance, soit parce qu'elles sont dégradées. On parle de fissures, de corrosion. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ça aussi? Oui. Alors, en 2 mots, on a 56 centrales. En régime normal, on va dire, on estime qu'il y en a 10 qui, à un moment ou un autre, sont arrêtées. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut changer le combustible. Tous les 18 mois, on remplace une partie du combustible. Donc il faut ouvrir la boîte et ça dure 3 mois, il y a des manips à faire. Il faut faire des opérations, on parle toujours de la partie nucléaire, il y a aussi il y a des gars de Thermodyn, là ils savent très bien, les turbines ça s'entretient. Et au bout de 40 ans, elles en ont un peu plein les gencives, quoi. Les ailettes sont un peu abîmées, machin, donc ça s'entretient. Donc la turbine Arabelle qui fait 1300 MW, c'est un monstre, c'est le plus gros du monde. Ça s'entretient pas simplement en claquant dans les doigts, quoi. Il y a des opérations de maintenance lourde, c'est ce qu'on appelle dans la grande presse le grand carénage. Le grand carénage, c'est une analogie avec ce qu'on fait sur les bateaux. Donc ça, c'était un programme qui était en place, on va dire, mais la proportion de centrales arrêtées par rapport à la proportion de celles qui fonctionnent, avec grand carénage, ça baisse un peu parce qu'il y a beaucoup plus d'entretien. Et puis, badaboum, par-dessus de ça, ça fait 1 an qu'on a découvert, par des contrôles sur des lignes un peu annexes, c'est les lignes de refroidissement de sécurité, qu'il y a des fissures qui font le quart de l'épaisseur des tuyaux. Et ça a surpris tout le monde parce que les aciers qui sont utilisés pour ces tuyaux sont réputés pour ne pas être sensibles à la corrosion. Alors là, tous les ingénieurs ont avalé leur chapeau en disant « qu'est-ce qui se passe? On n'y comprend rien ». Et il y a eu effectivement plusieurs mois alors est-ce que c'est le matériau qui est mal foutu? Est-ce que c'est les soudures qui sont mal faites? Donc on a tout repeigné tout ça, on a fait des expertises et tout. Et au bout du bout, c'est un phénomène de corrosion sous contrainte qui est lié à une stratification de l'eau dans les tuyaux. Et donc il n'y a pas de défaut ni de conception des pièces, ni de fabrication, ni de soudage. Et ça, on ne savait pas au départ. Maintenant, on le sait. Donc, les pièces de rechange ont été faites et appréciées. Ça ne se remplace pas simplement en claquant dans les doigts. Votre chaudière est en panne, il faut que le gars vienne, il faut un petit moment pour faire la réparation. Là, c'est pareil. Donc là, tout doucement, on remonte la pente, c'est très bien. Donc, vous avez, depuis 10 jours, là, il y a 4 centrales nouvelles qui ont été reconnectées. Je pense qu'il y en aura encore 2 dans les 10 jours qui viennent, là. Et puis, disons, on va revenir à l'étiage, c'est-à-dire à 45-46, à la mi-février, c'est ce qui a été dit dans la presse. Pourquoi il y a une pétoche terrible sur les coupures de courant? C'est que la remontée en puissance, elle est moins rapide pour des tas de raisons. Le Covid, les grèves, les problèmes de soudage, j'en passais des meilleurs. Donc ça va moins vite que les plannings, comme tous les plannings, ça glisse. Hein, et comme ça glisse pendant l'hiver, c'est quand même un petit peu embêtant. Et donc on dit, il faut quand même se serrer, c'est ce qu'on est en train de faire là, un petit peu pour que on passe à pointe, quoi. Hein, voilà. On peut raisonnable, c'est très bien. Donc vous avez probablement pensé qu'on va y arriver. Alors ce qui servait à passer la pointe, c'est les fameuses centrales au gaz. Alors le gaz, surtout pas.
Quand nécessité fait loi, encore faut-il que les centrales soient en service. Et de la même façon, les Allemands qui devaient fermer leurs 3 dernières centrales ont dit, ont avalé aussi leur chapeau, on ne va pas les fermer avant le printemps. Tu parles. Ils ne vont pas les fermer. Mais bon, politiquement, ils ne peuvent pas dire le contraire. La roue de secours ultime qui a été utilisée dans les hivers précédents, c'était on met du gaz, en veux-tu, en voilà, gaz. Le robinet est fermé. Là, on a les réserves sont pleines pour l'année, ça va, mais comme Vladimir nous a coupé le robinet, le temps qu'on retrouve des solutions, c'est le gaz liquéfié, le gazoduc, les machins, tout ça est décrit dans les médias. Ça va être difficile pendant plusieurs années. On n'a pas sous la pédale, alors là c'est un grand message à faire passer. Le nucléaire, c'est un de ses handicaps, c'est du temps long. C'est-à-dire, il ne suffit pas que le président de la République, quel qu'il soit, dise on va faire tant de centrales en plus. Entre le moment où il le dit et le moment où ça va marcher, il se passe 15 ans, pour des tas de raisons. On est victime de quoi? De rien avoir fait pendant les 20 ans qui viennent de se passer. C'est-à-dire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire un petit flux de 1 ou 2 centrales par an, disons, dans les années 2010 et les années 2020. On ne les a pas faites. Non, on a le bec dans l'eau. Voilà. Alors, il y a une autre problématique qui nous intéresse particulièrement en tant que campus des métiers des qualifications, puisque notre métier, c'est finalement de prévoir les besoins de main-d'œuvre dans l'avenir et de préparer les formations pour ça. On dit beaucoup dans les médias, peut-être parmi les politiques aussi, qu'aujourd'hui, on manque de compétences dans la filière nucléaire. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ça aussi, d'où ça vient et, c'est lié au choix politique. Il y en a un sujet qui est hyper connu, c'est le problème des soudeurs. Il faut savoir que quand on a fait le programme nucléaire français, il y avait une réserve naturelle de soudeurs qui était l'industrie pétrochimique, qui était en grande activité. C'était la fin du grand équipement en industrie pétrochimique. Quand il a fallu lancer le nucléaire, les troupes fraîches pour faire du soudage et qui savaient faire du soudage parce qu'elles en faisaient en permanence, elles étaient là. Aujourd'hui, on se retourne derrière, il n'y a plus d'armée de réserve. Grouchy n'est pas là. Ouais. Il n'est jamais là. Il n'y a plus personne. On se retourne, il n'y a plus personne. Et on découvre que, bien sûr, tout ça a été beaucoup automatisé, mais il y a quand même un certain nombre, et surtout dans tout ce qui est tuyauterie, de soudages qui sont encore liés à l'habileté manuelle des soudeurs. Ça ne s'invente pas. Même dans les IUT ou dans l'éducation nationale, on ne sait pas faire ça. Il faut vraiment des centres d'apprentissage qui sont associés aux entreprises. Même EDF s'est mis à faire une école de soudure. Donc vous voyez, et en ce moment, on fait venir des soudeurs des États-Unis, parce qu'il y a encore l'équipe réserve, elle existe aux États-Unis, parce que l'industrie pétrochimique est toujours en renouvellement. Je rappelle, les États-Unis, il y a du pétrole. Nous, il n'y a pas de pétrole, donc forget it. Voilà. Donc, c'est le plus grand problème. Alors, après, vous regardez toute la gamme des gens, automatisme, informatique, design, CAO, réalité virtuelle et tout ça. Je ne dis pas qu'on ne les a pas, mais c'est des métiers en tension, puisque tous les autres tous les autres branches de l'industrie utilisent ces technologies. Et donc là, il y a une compétition féroce pour dire qui va aller dans l'informatique, par exemple, en général. Tout le monde en veut maintenant. Hein. Et ça, c'est un des messages importants du Festival de la Transition, notamment à l'égard des jeunes, que la transition, c'est aussi un facteur de création d'emplois. On va créer des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois juste pour la transition. Et donc, on va créer de la richesse, et notamment à travers la filière nucléaire. Donc, c'est finalement une opportunité aussi. On dit beaucoup qu'on ne va pas pouvoir faire la transition parce que ça va coûter trop cher. Ça va aussi rapporter énormément en termes d'emploi et en termes de richesse. Alors, on a parlé de ces différents aspects. Il y a aussi quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'on ne sait pas si on arrive à le faire marcher ou pas. C'est l'histoire de la fusion nucléaire et éventuellement des autres possibilités d'énergie nucléaire. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Il y a deux choses. Déjà, il faut dire quand même une phrase sur les surgénérateurs.
qu'on a arrêté pour des raisons politiques en France. Donc les seuls qui continuent, je rappelle, c'est les Russes. Et ça marche. Donc Vladimir en a sous la pédale encore. Voilà. Donc nous, on a arrêté, je ne reviens pas là-dessus. Donc sur générateur, ça reste de la fission? Non, c'est de la fusion. C'est de la fission. C'est de la fission. Par contre, on recrée, ça a l'air un peu magique, c'est-à-dire on fabrique du plutonium, c'est-à-dire on fertilise l'uranium 238 qui n'était pas utilisable pour la fission. Et avec des cycles de retraitement successifs. Disons, pour redémarrer tout ça, il faut 20 ans, donc ça n'apportera pas de solution à court terme, ça c'est clair. Alors la fission, c'est encore pire, puisque... la fusion. Pire au sens de la constante de temps. Là, c'est le siècle. Hein. Donc, je rappelle, il y a la machine qui s'appelle ITER, qui est en construction à Cadarache, qui est le premier démonstrateur qui serait capable de montrer effectivement qu'on sait générer plus d'énergie qu'on en consomme pour confiner le plasma. On l'appelle le facteur 10, c'est-à-dire qu'il faut faire 10 fois plus d'énergie qu'on en dépense pour la bouteille magnétique. Donc ça, si tout va bien, en 2035, on verra le premier tir. Donc 2035. Et puis après, il y aura des tas d'essais. Et après, c'est la conception du premier réacteur électrogène, fonctionnement 2070. Donc vraiment, c'est une échéance très longue. Donc, faut aller, c'est à faire en parallèle. Alors là aussi, il y a un grand fantasme. On dit, oui, c'est génial parce qu'il n'y a pas de combustible et il n'y a pas de déchets. Alors, c'est globalement vrai, mais c'est un peu faux quand même, parce que vous avez quand même collé 20 000 tonnes de ferraille et de machins comme ça, qui prennent des flux neutroniques en veux-tu, en voilà, et tout ça, les 20 000 tonnes, alors là, des déchets, bonjour les dégâts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, l'ASN, qui suit l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui suit ça, a critiqué la conception de la machine actuelle en disant la radioprotection n'est pas suffisante. Il faut que vous en mettiez une couche. Voilà, ça ne va pas arranger les plannings. Voilà. Donc ça reste du long terme, finalement. Voilà, ça reste du long terme. Et du coup, là, c'est votre expérience directe personnellement, et Framatome dans tout ça. Qu'est-ce que fait Framatome finalement dans tout ce que vous nous avez expliqué? Framatome, je rappelle aujourd'hui, après des tas de péripéties, c'est devenu une branche d'EDF, puisque Framatome était en grande difficulté. C'est un constructeur de centrales nucléaires. Si vous lui passez pas de commande de centrales nucléaires, il n'y a pas de miracle. Donc il est en difficulté. Donc, comme c'est le fournisseur principal d'EDF, donc les politiques ont fini par dire il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'ils reviennent dans le giron. Il a retrouvé d'ailleurs son nom d'origine. Hein, je rappelle, Framatome, ça veut dire franco-américaine de l'atome. Hein, et donc, Framatome, bien sûr, a son rôle à jouer, il n'y a aucun problème. Et donc, au Creusot, vous êtes bien placé pour savoir. Donc, la grosse forge, il y a eu quand même des très gros investissements qui ont été faits depuis 5, 6, 7 ans, hein, dans les fours, dans les machines d'usinage, etc., dans la fameuse presse avec le gros manipulateur. Là. Donc là, vraiment, je crois qu'on a les outils en France pour faire ce type d'équipement. Il n'y a pas de problème. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a faire le joint entre la fin de Flamanville, dont on ne voit plus le bout du tunnel, enfin je pense que l'année prochaine ça va se terminer, et de relancer, déjà c'est en cours, il y a les centrales anglaises, Hinkley, voilà, et puis derrière, il y a des marchés potentiels, il y a en Inde, il y a ceci, mais disons c'est des marchés qui sont encore virtuels. Donc il y a un problème de continuité du plan de charge, si vous voulez. Tous les gens qui s'en occupent font le maximum pour que cette continuité soit assurée, mais enfin bon,
On a tellement vu de choses dans le passé que rien n'est jamais garanti. Et les autres, si vous voulez, Framatome, il a un avantage par rapport à tous ses concurrents mondiaux, c'est que c'est la seule entreprise constructeur intégrée. C'est-à-dire elle a en même temps la conception et la fabrication sur le sol national. Ça nous a aidé. Je rappelle qu'on a, l'usine de Châlons a eu beaucoup de travail dans les années 2000 parce qu'il y avait un programme de changement de GV, générateur de vapeur, et en particulier aux États-Unis. Et alors, on nous riait au nez. Moi, j'ai fait le guignol pendant 10 ans aux États-Unis, prendre des baffes dans la figure, dire ouais, bah, les Français, bon, voilà. Finalement, au bout de 10 ans, on a fini quand même par avoir une commande. Je suis parti en fait un an après, mais bon, j'étais pas tout seul, mais on a fini par avoir une commande. Et après, la pompe s'est amorcée parce que ça a été fiable, et alors que tous les autres constructeurs américains sous-traitent tout en Corée ou en Italie. Et là, on a beau avoir le travail à distance, à l'époque, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Les problèmes de communication entre la fabrication et la conception n'étaient pas simples, surtout quand on est à l'autre bout de la planète. Et la soudure à distance, c'est pas très facile. Non, mais il faut que ce qui se fasse dans l'atelier corresponde à ce qui est dans les plans, quoi. Je simplifie outrageusement, mais bon, on a eu quelques avatars célèbres, voilà. Si vous voulez, on passe au test, si vous êtes d'accord. Oui, on fera une petite démo de 5 minutes. Là. Regardez, donc c'est il y a 15 jours. Vous aviez, on voit mal, plus de 10 000 mégawatts, c'est-à-dire le vent, sur une période d'une semaine, ça peut aller de 1000 à 10 000, 12 000, 13 000 mégawatts, avec les éoliennes d'aujourd'hui. Hein, c'est bien les éoliennes françaises là, qu'on voit sur ce graphique-là. Parce qu'il y a une partie d'éoliennes. Et quand il y a 10 000, machin, regardez les importations. C'est marginal. C'est marginal. Alors, le problème, c'est pas de dire on importe ou on n'importe pas, c'est de dire qu'au niveau européen, on ait un équilibre qui permette de gérer tout ça, si vous voulez. Et un des avantages, l'éolien, c'est bien si vous le mettez en pleine mer. Parce qu'il y a une régularité des vents qui est meilleure qu'à terre. À terre, vraiment, vous avez un rapport de 1 sur 10 sur la puissance délivrée, si vous voulez. Et ça, c'est la météo. Donc, si vous avez en particulier ce qu'on appelle le Paris-Moscou, c'est pour ça qu'on a la trouille au mois de janvier, le Paris-Moscou, c'est l'anticyclone qui se bloque en Paris-Moscou. Donc, qu'est-ce que vous avez? Il fait vachement froid, il y a du brouillard, 0 vent, 0 soleil. Et il fait moins 10. Et donc là, c'est là que nos gouvernants, pour ne pas dire EDF, serrent les fesses. Hein, parce qu'on est ras les moustaches. Parce qu'il fait froid aussi en Allemagne. Et il n'y a pas de vent non plus en Allemagne. Il fait froid aussi en Suisse. Il fait froid aussi en Autriche. Etc., etc., etc. Donc, il y a eu des études de fait, et Jancovici les avait faites, celles-là, en disant les scénarios, on a l'historique du passé, et on a vu des cas où s'était passé ras les moustaches, parce qu'on n'avait que 5 centrales qui étaient arrêtées. Et il y en aurait eu une de moins. Pourquoi on parle on fait un scénario catastrophe? Non, ce qui va se passer, c'est de dire, on le fait déjà, on l'a dit dans les journaux, c'est l'histoire du chauffe-eau. On débranche votre chauffe-eau pendant la période de pointe, vous vous rendez compte de rien, et c'est fait avec le compteur Linky. Et donc pendant 2 heures, votre chauffe-eau n'est pas alimenté, mais vous vous rendez compte de rien, parce qu'il a son inertie thermique. Alors, il y a des applications industrielles où on ne peut pas dire, je m'arrête pendant une demi-heure d'alimenter mes équipements parce que technologiquement, c'est pas possible.
Donc c'est là que les gens paniquent un petit peu, enfin je ne parle pas du public, mais je parle du monde industriel, panique un petit peu parce que la variété des applications de l'électricité dans le machin est telle que seuls les gens qui sont dans telle ou telle industrie disent « Ah ben oui, mais moi je ne peux pas. Hein. Là, ça ne marche pas. Voilà. Parce que c'est mon process industriel. Il ne faut pas couper le jus en plein milieu de mon traitement thermique. Quoi, voilà. Donc c'est en fait très complexe à mettre en œuvre opérationnellement. Ça ne peut pas être vu d'en haut. Donc on dit à l'industrie, bah, écoutez, essayez d'inventer sans tomber dans... c'est un peu anecdotique là, de dire j'allume une lampe sur 3, mais dans les processus industriels, c'est là qu'il y a une difficulté. Toute la difficulté du nucléaire, c'est si vous voulez faire de l'innovation, l'innovation c'est du temps, hein, ne serait-ce que pour la faire approuver par les autorités de sûreté. Donc si vous avez déjà une technologie qui fonctionne et qui est opérationnelle, c'est le moteur de sous-marin, hein, vous faites du Lego, hein, ben je prends 2 moteurs de sous-marin, je le mets comme ci, comme ça, je fais la technologie des générateurs de vapeur, c'est celle du PWR, donc c'est un montage, si vous voulez, de technologies qui sont déjà développées, validées et tout, mais dans un environnement qui est spécifique, quoi, si vous voulez. Et donc l'idée est bonne, mais du point de vue, d'après le type qui s'occupe de ça, qui est venu nous voir, là, il nous a dit, au mieux, on verra quelque chose qui est le premier prototype, il sera en 2030. Il est déjà en cours, le design est fait, bon, ben, il faut le construire, c'est tout, ça va être fait à cadrage. Mais bon, le nucléaire, c'est du temps long. Actuellement, il y a combien de centrales nucléaires qui sont arrêtées, combien qui fonctionnent? Ben là, je n'ai pas compté, donc il y en avait 20 qui étaient arrêtés, donc maintenant il doit y en avoir plus que 16. Voilà. Donc on va bientôt revenir. Je n'aurais pas sûr. Ouais. Ouais. On revient à la marge de bientôt de moins 10. On revient, d'après ce que dit EDF, à la mi-février, on sera revenu à la situation, on va dire, courante qu'il y avait les années passées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment pour, écoutez, pour cette j'espère présentation. avoir été... parce que faire le nucléaire en 1 heure... je suis venu avec les mains dans les poches. Non, j'avais des anti-sèches, mais Vous n'en avez pas eu besoin, du coup. Mais il y avait quelques personnes déjà qui connaissaient bien le sujet, mais pour moi qui n'y connais absolument rien, c'était vous passionnant. avez appris quelque chose? J'ai beaucoup appris et c'était vraiment passionnant. Eh bien, écoutez, si je suis venu, je ne suis pas venu pour rien.